Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Afrique Actu numéro 13, produit par Global Africa Télésud et toujours en compagnie d'Emmanuel Dupuis. Bonjour. Président Alfred. de l'IPSE. Bonjour Emmanuel. Institut de prospective et de sécurité en Europe, mais qui a un œil très attentif sur l'Afrique. On essaye. Bon, on va aller en Russie parce que c'est à Kazan, en ce moment même, hier, aujourd'hui, demain, que se tient le sommet des BRICS. Alors, ils discutent de nouvelles gouvernances économiques, tout ça. Bon. Mais l'Afrique, il n'y a que 3 pays africains dans les BRICS, en fait. Donc c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Alors, est-ce que les BRICS, vraiment, ça a une incidence pour l'Afrique réellement ? Alors, il y a pour l'instant 3 pays qui ont fait du reste leur entrée assez tardivement, puisqu'il n'y avait qu'un seul pays africain depuis sa création. L'Afrique du Sud est rentrée en 2009. Les BRICS, à l'époque, ont été créés en 2005. Donc, il a fallu attendre le dernier sommet de Johannesburg, le 15e sommet des BRICS, pour pouvoir intégrer donc cette nouvelle forme d'organisation. Est-ce que c'est vraiment une organisation intergouvernementale ? Ça reste à vérifier. Néanmoins, il y a désormais 3 pays. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de candidatures africaines. On pourrait citer le Nigeria, on pourrait citer le Sénégal, on pourrait citer l'Algérie, qui a été retoquée cette fois-ci, qui en est fort mari du reste. C'était la 2e fois, puisqu'ils avaient déjà candidaté à Johannesburg. On pourrait citer la RDC aussi, qui aspire à y rentrer. Tebboune a dit récemment que ça ne l'intéressait plus. Alors, c'est vrai que on peut difficilement s'offusquer du fait de ne pas être accepté dans une instance dont on a dit que l'on voulait faire partie il y a quelque temps. Mais la question est peut-être à poser autrement. Qu'est-ce que les BRICS ? Est-ce que les BRICS, c'est un forum de discussion au cours duquel un certain nombre d'économies émergentes, qui soient américaines, enfin latino-américaines, en l'occurrence désormais avec le Brésil et l'Argentine, même si l'Argentine a récusé son appartenance aux BRICS, le président Javier Milei a remis en cause ce que sa prédécesseur avait validé. Les pays africains, 3 en l'occurrence, les pays du Golfe, il faut quand même le rappeler, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran, peut-être avec quelques antinomies, quoique, et puis surtout les pays asiatiques. Mais le Premier ministre Narendra Modi, dont je pense est ressorti très renforcé. Paradoxalement, ce sommet se tenait en Russie, visant à briser l'isolement diplomatique de Vladimir Poutine, avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est allé à Canossa, si on peut s'exprimer ainsi, en rencontrant le président Poutine, qui par ailleurs est sous le coup et la menace d'une inculpation devant la Cour pénale internationale, qui dépend de l'ONU, ce qui pourrait paraître un peu singulier. Mais le grand gagnant, je crois, c'est le Premier ministre indien. Le Premier ministre indien a rappelé que les BRICS ne sont pas un bloc anti-occidental, mais un bloc non occidental, en confortant l'idée que depuis désormais 6 mois, la progression du PIB des désormais 10 BRICS est supérieure à la progression du PIB des 7 économies qui appartenaient au G7. Ça ne veut pas dire qu'en termes de puissance monétaire, les BRICS sont plus puissants que le G7, c'est pas vrai. Puisque si on accumule l'ensemble du PIB du G7, on a évidemment la mastodonte que constitue l'économie américaine, on reste quand même dans un différentiel de 25 trillions de dollars, 25 000 milliards de dollars, contre 18 000 milliards de dollars, 18 trillions, avec les 2 mastodontes que constitue l'économie américaine et l'économie chinoise. Donc on n'en est pas encore dans un jeu de bascule. Néanmoins, comme l'a rappelé un certain nombre d'observateurs, je pense notamment à Gérard Aroro, on est en train d'observer une sorte de métamorphose du jeu international qui se désoccidentalise, avec une concurrence de plus en plus forte sur un certain nombre de domaines qui, paradoxalement, peuvent aider l'Afrique. Je réponds à votre question. Tout le monde aspire à la dédollarisation de l'économie. Pour l'instant, on a à peu près la moitié des échanges monétaires, financiers, qui sont libellés en dollars. Tout le monde aspire, par souci d'indépendance, d'autonomie stratégique, à ce que l'euro, le yuan renminbi, le yen, le rouble, puissent être des monnaies dans lesquelles on puisse deviser. Donc la banque d'investissement des BRICS suscite un intérêt bien plus grand que l'appartenance aux BRICS. 159 des 193 pays qui appartiennent aux Nations Unies ont suscité un intérêt
ont marqué un intérêt pour cette banque d'investissement présidée par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff. Donc ça, c'est un élément, une sorte d'économie non inflationniste ou un outil qui permet de sortir du système de Bretton Woods et du FMI. Maintenant, la question peut être posée autrement. Est-ce que les BRICS sont unitaires? Est-ce que les BRICS constituent un bloc, je le disais, qui n'est pas occidental, mais est-il si cohérent que ça? Prenons le cas africain. Vous avez l'Égypte d'un côté et l'Éthiopie, dont on ne peut pas dire que ce soient des alliés. La question du Nil et la question de la juste répartition des eaux du Nil avec le barrage de la Renaissance fait que ces deux pays sont quasiment en état de guerre. Si on prend le Nigeria, qui aspire à rentrer dans les BRICS, et l'Afrique du Sud, ou l'Algérie et le Maroc, et l'Égypte, les économies, parmi les 10 économies les plus emblématiques du continent africain, elles sont en concurrence pour obtenir un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Et chacun va invalider la légitimité de l'autre. Si on prend l'Inde et la Chine, qui pourtant sont membres fondateurs, tout comme la Russie, des BRICS, on voit bien qu'il y a un conflit frontalier qui date de 1962 entre l'Inde et la Chine, même si le sommet de Kazan a permis d'avancer un peu sur des patrouilles conjointes donc aux confins de l'Himalaya entre ces deux pays. Donc on pourrait aussi multiplier les sources de tension entre les Émirats arabes unis et éventuellement le Qatar, qui lui aussi a demandé et aspire à rentrer dans l'organisation, ou entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Bref, les BRICS sont un amalgame de pays qui ne font pas partie du G7, dont certains font partie du G20, mais dans lequel l'hétérogénéité fait qu'il ne peut pas y avoir de vote massivement anti-occidental ou massivement pro-occidental du reste. Alors, vous avez évoqué la dédollarisation, mais il y a eu un antécédent célèbre, c'est Saddam Hussein qui a commencé à... Et Muammar Kadhafi. Qui donc, Saddam, il avait commencé à facturer son pétrole en euros, et est arrivé ce que l'on sait. Les Américains sont fâchés. Et Muammar Kadhafi, qui avait constitué les plus grosses réserves d'or du continent africain, pour que la puissance régalienne, tutélaire, liée à l'immensité de la réserve fédérale américaine basée et gagée sur l'or, puisse être concurrencée. Les deux sont peut-être des cas d'école, comparaison n'est pas raison, mais évidemment, ils ont subi la même fin. Bon, alors passons à autre chose, la Chine. La Chine vient de signer une convention avec l'UNESCO. Ça me fait penser au fait que régulièrement on critique la Chine parce qu'elle a endetté l'Afrique, bon, etc., qu'elle aurait une posture de prédateur. Bon. Mais ça m'a remis en mémoire une conversation avec Lionel Zinsou il y a une dizaine d'années, qui me dit tout à trac, mais la Chine a au moins le mérite d'avoir remis le continent à la mode. Et du coup, d'attirer, de relancer le désir d'Afrique, et donc d'attirer l'intérêt, les investissements, tout ce qu'on veut. Donc finalement, quel est votre sentiment, Emmanuel? Est-ce que globalement, ce sera un point d'étape, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que l'action, même très volontariste de la Chine, en Afrique, c'est positif, plutôt? Il faut faire la part des choses. Premièrement, ce que ce fonds révèle. De facto, que la Chine est profondément ancrée dans le système onusien et qu'elle sait en jouer tous les usages et tous les rouages, et particulièrement à l'UNESCO. Deuxième élément de réflexion, je rappelle que la Chine est le deuxième contributeur de l'ONU, et donc de facto des 17 agences qui dépendent de l'organisation des systèmes des Nations Unies. Deuxième élément, la Chine a massivement investi dans la diplomatie de la culture, ou la diplomatie de l'enseignement, ou la diplomatie de la recherche, avec désormais près de 125 000 étudiants africains qui sont sollicités, pour ne pas dire thésaurisés, pour venir apprendre en Chine. Donc il y a un vrai outil de diplomatie et qui permet à la Chine de marquer les esprits, premièrement, comme accompagnateur de cette interculturalité ou de cette mobilité intellectuelle et cette circularité donc de l'enseignement et de la recherche. Troisième élément, la Chine, ce que dit et révèle cette réflexion, c'est que la Chine a beaucoup investi dans les études techniques, en formant des ingénieurs, en formant des techniciens, donc avec une formation moins courte,
peut-être moins intellectualisante, si on peut le dire ainsi, qui permet à la Chine d'être un puissant vecteur et un puissant avec une capacité attractive forte. Maintenant, le pour et le contre. La Chine a désormais des relations avec 54 des 55 pays. Il en reste un qui, pour l'instant, reconnaît toujours la légitimité de la République de Chine, non pas la République populaire de Chine, qui est l'ex-Swaziland, donc le Eswatini, donc un des anciens townships sud-africains. Mais il n'en reste plus qu'un. Et il est tout à fait possible que, progressivement, ce soit vraiment de moins en moins une réalité. Néanmoins, la Chine investit massivement dans sa relation avec les États africains, en prêtant. Depuis 2019, c'est près de 200 milliards d'euros qui ont été prêtés annuellement à la Chine. Le dernier FOCAC, le Forum de coopération sino-africain, qui s'est déroulé à Beijing il y a de cela quelques semaines, mi-septembre à peu près, a conforté l'idée que vis-à-vis de 53 pays, près de 70 milliards d'euros ont été prêtés au continent africain, dont le but non seulement d'asseoir leur infrastructure et de construire l'infrastructure, mais surtout de leur permettre de créer de l'enrichissement académique pour leur capital humain. Et de ce point de vue, on risque d'être là aussi coiffé sur le poteau. Pendant très longtemps, il y avait une différence d'approche sémantique entre l'aide au développement occidental et l'aide au développement chinoise. L'aide au développement chinoise s'attelait à former et à garantir les infrastructures. La construction de ponts, la construction de ports en eau profonde, l'investissement dans du dur, les routes, les chemins de fer, les aéroports. Désormais, et alors que l'aide occidentale était 70% du soutien à de l'aide humanitaire ou de l'aide au développement ou de l'aide d'urgence. Donc vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de l'homme, enfin vis-à-vis des hommes et des femmes africaines. La Chine est en train d'inverser la chose. Désormais, elle investit autant dans le capacitaire que la dimension des services pour, là aussi, avoir, pour les générations à venir, la pénétration chinoise est désormais plus que trentenaire, peut-être même cinquantenaire, avec l'idée selon laquelle il faut former les Chinois au mode de vie, au mode de pensée, peut-être même aux pratiques de l'enseignement chinois, qui, de facto, va sans doute impacter sur le continent africain pour plusieurs générations. Oui. Alors, il y a un autre grand sujet, la ZLECAf. Alors, c'est un grand projet panafricain, porté par l'Union africaine. Moi, je lis là que cela pourrait permettre à 30 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Entre nous, je trouve ça un peu minuscule. C'est pas beaucoup. Oui. Il y a 600 millions de pauvres. 30 millions, ça fait quoi, 5%? Doubler les échanges intra-africains qui atteindraient 38% d'ici à 2030, etc. 48 pays l'ont ratifié. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de découvrir qu'un certain nombre d'accords bilatéraux préexistants sont des freins à l'accomplissement du projet ZLECAf. Alors, on en est où avec la ZLECAf? Parce que finalement... Alors déjà, la ZLECAf a été une lente maturation. Avant la mise en place de la ZLECAf et donc sa philosophie telle qu'elle a été portée par le président Kagame à Kigali en 2018, il y avait eu déjà des préfigurations de zones de libre-échange, notamment une zone de libre-échange est-africaine, est-orientale, qui visait, dans la sphère anglophone, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, à essayer de penser l'abolition ou la diminution des tarifs douaniers, la mise en place d'une TVA commune, bref, une intégration sub-régionale avant d'être une intégration pan-africaine. Néanmoins, entre 2018 et désormais la mise en place effective de la ZLECAf, qui a commencé le 1er janvier 2021, le processus n'est pas terminé. Premièrement, il y a encore un pays qui n'a pas signé la ZLECAf, qui est l'Érythrée. Donc on en est sur 54 pays. 48 dans le texte. 48 l'ont ratifié. Oui. Mais un pays ne l'a pas signé ni ratifié. D'accord. L'Érythrée. Enfin, sur les 55, si on prend les 55 représentations à l'unité africaine, donc à Addis Abeba, donc 54 pays,
il y a encore 48 qui l'ont ratifié. Donc il reste encore des processus de ratification. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'il y ait aussi une vision commune de la manière dont l'intégration régionale va pouvoir être utile. Vous avez rappelé les chiffres. Une augmentation de 38% du commerce intra-africain. Il y a urgence, car le continent africain est le continent qui collabore le moins entre lui. Et donc il faut créer des marchés de proximité. L'intégration économique en Europe, c'est plus de 75%. Si vous prenez l'Asie, on est à plus de 60%. En Afrique, on en était encore à 10-12%. Donc il y a une accélération à produire. Ensuite, il faut avoir à l'esprit que la part de l'Afrique dans le commerce mondial, là aussi, doit augmenter. Il n'est que de 2,5 à 4%. Enfin, le commerce africain ne représente que 2,5 à 4% des échanges mondiaux. Donc c'est non seulement une intégration régionale, mais faire en sorte qu'une cohésion régionale permette à l'Afrique d'être des marchés, constituer des marchés attractifs, non seulement en termes d'importation, mais aussi d'exportation, vers le continent latino-américain, ou vers le continent, ou vers la partie sud, la partie méridionale du continent asiatique. C'est ça aussi le sud global. C'est de créer des marchés d'opportunités dans une horizontalité plutôt qu'une verticalité qui serait, là pour le coup, dans une logique de dépendance du Sud vis-à-vis des marchés du Nord. Et puis, comme vous l'avez dit, il faut, de manière assez urgentissime, j'appuie à dessein, créer de l'emploi en Afrique. On ne crée que 2 à 3 millions d'emplois par an en Afrique, alors que les primo-accédants à l'emploi sont 10 à 20 fois supérieurs. Que dis-je ? 20 fois supérieurs. On est à 20 ou 30 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc, comment fait-on alors qu'il manque à l'appel 18 à 20 millions d'emplois ? Donc il faut que l'augmentation du PIB africain, la ZLECAf va permettre d'augmenter de 1% par an le PIB africain, le PIB global africain, qui reste trop faible si on agglomère le PIB des 54 économies africaines. Pour vous donner les chiffres les plus récents, on est en 2024 à 3 460 milliards d'euros, c'est-à-dire le PIB de la France, ou légèrement en dessous du PIB de la France, de l'Allemagne, pardon. Avec la ZLECAf, l'ambition est ainsi formulée. L'objectif 2050, c'est 7 200 milliards. Donc, avec l'objectif qu'à la fin du siècle, en 2100, on soit à 10 milliards, enfin 10 000, pardon. Donc à 10 000, oui. 10 000, c'est-à-dire à 1 trillion de dollars. Ça, c'est l'objectif que va permettre la ZLECAf si, effectivement, la réalisation se fait de manière cohérente, c'est-à-dire avec un taux d'emploi qui va augmenter de 1,1% plus le 1% de PIB. Mais, une fois qu'on a dit ça, cela n'enlève pas, la grande hétérogénéité du continent africain. Il y a 54 économies, mais sur les 54 économies, plus de 50% du PIB africain réside dans 5 pays. L'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, allez, j'en rajoute un 6e, le Maroc. Donc, quid du reste ? Donc, en fait, il s'agit que de faire remonter dans une logique d'équité les économies africaines les plus faibles, pour que celles qui sont déjà en voie de développement puissent non pas stagner, mais puissent permettre aux autres d'être rattrapés pour ensuite constituer un bloc. Et c'est comme ça que l'Afrique pèsera sur la scène internationale, c'est comme ça que l'Afrique est désormais représentée au niveau du G20, et c'est comme ça que l'Afrique obtiendra enfin 2 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec ce principe qui est un principe, une loi des reins, le continent africain étant le continent le plus peuplé, malgré le fait que ce soit le continent le plus peuplé, malgré le fait que la plupart des opérations de maintien de la paix ont lieu en Afrique. Il y a quasiment 80% des casques bleus qui se situent sur le continent africain pour régler des crises inextricables au Sahara occidental, à l'est de la République démocratique du Congo, au Sahel, en Somalie. Malgré tout ça, l'Afrique ne contribue qu'à raison de moins de 1% du fonctionnement de l'ONU. Donc, il faut aussi que l'Afrique s'intègre, participe davantage, et donc, de facto, soit mieux représentée. Mais la ZLECAf est un objet, volant non identifié, dans le sens où l'idée générique consiste à dire qu'après l'intégration politique, qui désormais est réelle, puisqu'en 2017,
avec le retour du Maroc après 33 ans d'absence, tous les pays africains appartiennent à la même entité politique, mais il faut qu'il y ait un marché commun. Il faut qu'il y ait une zone de libre-échange. Et donc c'est pour ça que la progressivité est importante. 2017, l'unité politique. 2018, on se met enfin à penser qu'il faut aussi une unité économique, mais qui, encore une fois, est un processus incrémental qui nécessite encore d'être totalement complété. Mais alors, vous avez évoqué la question du PIB des 5-6 pays qui réalisent 50% du PIB africain, qui finalement est au niveau de celui de la France. Donc, bon. Et ça m'a fait penser à la politique européenne de péréquation entre les régions. Les régions qui autrefois étaient pauvres, voire les pays comme l'Espagne ou le Portugal, et qui ont bénéficié de milliards et de milliards de mise à niveau en infrastructures et autres, mais on avait l'argent pour le faire. Et l'Afrique, elle n'a pas l'argent pour le faire, parce qu'elle est déjà en déficit. Alors, elle a l'argent que lui donnent ses partenaires extérieurs. Justement, c'est ça le problème. Une grande partie du fonds de dotation de l'Union africaine ne provient pas des économies africaines, ne provient pas de la quote-part des États africains appartenant de facto à l'Union africaine, tout comme l'Union européenne le pratique depuis le traité de Rome et surtout le traité de Maastricht qui a créé l'Union européenne sur la base de ce qu'était la communauté économique européenne. Donc oui, il faut à un moment ou à un autre que l'Afrique se finance elle-même, que l'Union africaine puisse se financer. Alors c'est compliqué quand un certain nombre d'économies, encore une fois, sont fragilisées par des conflits de haute intensité qui consomment évidemment les priorités. La création d'emplois, l'employabilité des jeunes, l'intégration de ces jeunes dans les sociétés ne sont hélas pas des priorités. Parfois, la priorité, c'est de lutter contre les famines, c'est le cas dans le sud de Madagascar, de faire en sorte que les guerres civiles arrivent enfin à trouver une issue. Et on voit bien que la crise somalienne depuis 30 ans, on voit bien que le conflit dans les pays entre la RDC et les pays limitrophes, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Burundi et le Rwanda, ne sont toujours pas réglés. On voit bien que depuis 10 ans au Sahel, aucune solution n'aboutit réellement à stabiliser au moins les 5 pays dans lesquels, voire les 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina, où sont concentrées les principales actions des groupes armés terroristes, ne permettent pas de sortir de cette urgence. Un certain nombre d'économies africaines se retrouvent dans des situations absolument paradoxales. Au lieu d'investir dans la jeunesse, au lieu d'investir dans l'éducation, au lieu d'investir dans l'agriculture, ou dans l'industrie, ou dans la création d'emplois, on investit 25% de son PIB pour les questions sécuritaires, pour acheter des armes qui, malgré tout, ne sont pas la solution idoine pour éradiquer ou assécher le nid du terrorisme. Pardon Emmanuel, il reste 2 minutes. Je serai bref. Petite question, petite réponse. Bon, il y a les BRICS à Kazan, Russie, et début novembre, le 9-10, à Sochi, il y a le sommet Russie-Afrique. Et on annonce que les 54 États africains seront représentés. Donc, est-ce que la Russie n'est pas en train de gagner le match, puisque ce que les Africains apprécient chez les Russes, ils ne se mêlent pas de la politique intérieure. Enfin, c'est ce qui est dit actuellement. Et on est perdant, là, dans cette affaire. C'est tout le paradoxe. Et d'ailleurs, le sommet de Kazan et le sommet de Sochi ont la même finalité. Essayer de trouver sur le continent africain des soutiens que la Russie n'a plus ailleurs, notamment dans son étranger proche, ses voisins. L'Algérie a été empêchée de rentrer dans les BRICS, mais le Kazakhstan aussi. D'ailleurs, le président Jomart Tokayev, qui sera à Paris d'ici quelques jours, lui-même a dit que ça ne l'intéressait plus, comme le président Tebboune, sachant que la Russie ne voulait pas, in fine, que le Kazakhstan fasse partie. Et donc le sommet de Sochi, c'est quoi? C'est une façon pour le président Poutine de montrer ou de démontrer que, nonobstant l'oukase de la communauté internationale à son égard, le discours qu'il porte, qui se veut civilisationnel. On parle beaucoup de civilisation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou justifierait sa guerre comme si c'était une guerre de civilisation, mais Vladimir Poutine fait la même chose. Par contre, ce discours résonne très fortement auprès de jeunes responsables politiques africains empreints de souveraineté, empreints d'une volonté d'émancipation, une volonté d'être autonome,
nous prônons l'autonomie stratégique. Après tout, les Africains ont aussi le droit de se vouloir autonomes. Et de ce point de vue, le sommet de Sotchi sera artificiellement marqué par l'idée que Vladimir Poutine serait celui qui comprend le mieux le dessein des putschistes d'un côté, des démocrates révolutionnaires de l'autre. Je pense notamment à ceux qui ont gagné l'élection avec cette idée d'une rupture, notamment Bassirou Diomaye Faye, qui a d'ores et déjà dit qu'il y serait, tout comme Macky Sall, ne manquait aucun sommet entre la Russie et le continent africain, ou des présidents qui prônent toujours la révolution permanente. Le président Tebboune en est un exemple. Et donc, pour nous, un paradoxe, c'est que nous avons sur le continent africain des alliés. Le Maroc, le président Emmanuel Macron, le confortera en étant reçu dignement par Mohamed VI et Aziz Aknouch, le roi du Maroc, Mohamed VI, et Aziz Aknouch, le Premier ministre. Le président Sisi était à Kazan, il sera à Sotchi, et pourtant, le président Sisi est un allié pour nous dans la stabilisation du Moyen-Orient. Bref, une contradiction, alors que nous pensions que les États africains pourraient être nos alliés pour dénoncer la Russie, pour nous soutenir vis-à-vis de la question israélo-palestinienne, parfois, et on l'a vu avec un certain nombre de votes à l'ONU, ne votent pas comme nous. Donc il faut qu'on s'habitue à ce que nous ayons, au-delà d'une diplomatie francophone, je termine, le président Macron, lors du sommet de Villers-Cotterêts, a parlé d'une diplomatie francophone. Il n'y a rien de moins vrai que cela. Il suffit de regarder les votes à l'ONU pour démontrer qu'il n'y a pas de vote francophone. Et donc, il faut qu'on considère que nous ayons des convergences économiques le plus possible, mais parfois des divergences stratégiques. Le monde est devenu, comme l'a dit Narendra Modi, dont on a beaucoup parlé, multipolairement non aligné, où on est en train d'expérimenter un non-alignement multipolaire. Eh bien, il faut qu'on sache en jouer. Alors que les pays occidentaux sont de moins en moins enclins à être appréciés par les pays orientaux, il faut que nous, pays occidentaux, nous allions vers les pays orientaux, car les pays orientés veulent aussi trouver, malgré tout, les moyens de la concurrence saine, transparente et honnête. Ils veulent dialoguer avec tout le monde. C'est un fait. En gros, nous devons nous réinventer une diplomatie à 360 degrés. Bravo Emmanuel. On en reparle dans 15 jours. Avec plaisir. Chers amis, maintenant nous allons accueillir Ramayad, qui nous vient d'Amérique, avec un livre, Les leçons de l'Amérique. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah, Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Bonjour Ramayad. Bonjour, merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci On s'est beaucoup. vu une fois il y a presque 20 ans. Oh là, 20 ans. Et là, oui, au Sénat, c'était bon. Ça ne nous rajeunit pas. Surtout moi, pas vous. Non, c'est- Bienvenue à Global Africa Télé Sud, dans notre émission Africa Actu numéro 13. Et bienvenue aussi chez vous, à Paris, puisque Merci de m'accueillir. vous arrivez d'Amérique, Oui. des Amériques, de Washington exactement, où vous êtes exilé depuis pas mal d'années déjà. Vous dirigez le département Afrique du Conseil de l'Atlantique, qui est une institution privée, je crois. Oui, Et bon, vous réfléchissez tout un tas de choses. aux affaires du monde. Et pour les jeunes qui nous suivent et qui ne vous ont pas connu lorsque vous étiez une brillante secrétaire d'État, un peu indisciplinée, disait d'ailleurs le président Sarkozy. Donc à 31 ans, vous avez été nommé 30, secrétaire... je précise 30. 30, oui. C'était quelques mois avant les 30. Oui, exact. Ça compte, parce qu'à l'époque, c'était un record de jeunesse, Oui. ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais été à 31 ans. À 30 ans, c'est exact. Donc secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme. Oui, Ensuite, secrétaire d'État au sport. Et puis, vous vouliez vous présenter à la présidentielle de 2017. Vous n'avez pas réussi à recueillir les 500 signatures, mais quand même 396. C'est ça un petit peu moins, mais j'étais la première au pied du podium, comme on dit en sport, à ne pas me qualifier. Donc, j'étais pas loin. Parce Bon, que on va dire, comme vous êtes diplômé de Sciences Po, on va dire que c'était un galop d'essai. on peut dire Et ça. que- Enfin, je ne sais pas si on peut y peut avoir dire ça. Ce serait annoncer des projets que je n'ai pas encore, mais
Mais en tout cas, voilà. Bah, là, vous êtes encore jeune. Hein. C'était une magnifique expérience parce que Bah, j'ai traversé le pays de long en large en travers et j'ai adoré ça. Oui. Je sais parce qu'on était il y a 2 jours dans une soirée d'un cercle de réflexion où vous avez partagé cette expérience. Ouais. Ça vous a permis de rencontrer, de connaître la France profonde, comme on dit. Ah, oui, oui. Et les maires qui m'ont parrainé étaient tous des maires ruraux, sauf une, la maire d'Amiens. Ouais, Amiens, une drôle de ville, hein. Ça produit des drôles de choses. C'est la ville du président. En termes- Hein, ça se respecte déjà. Oui, en effet. Alors, à la suite de quoi vous êtes parti en Amérique, aux États-Unis. Et là, c'est le motif, à part qu'on aurait toujours eu plaisir de vous recevoir, pour lequel nous vous recevons, c'est que vous publiez ce bouquin que je montre à la caméra. Donc, les leçons de l'Amérique, et pas les leçons d'Amérique, il y a une nuance quand même significative. Oui. Alors, la première question, mais quelles leçons? Oh, il y en a plusieurs. Ce livre, au fond, c'est une restitution de ces années d'exil, comme vous dites en Amérique, une restitution d'expérience, un retour d'expérience. C'est un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui, à travers 6 grandes dates chocs qui ont fait l'Amérique et sans doute le monde, puisqu'on sait que ce qui se passe en Amérique impacte le reste du monde, que l'Amérique est un avertissement pour la France, qu'il s'agisse de la démocratie à travers l'attaque du 6 janvier du Capitole 2021, que ce soit sur la question des femmes avec le mouvement MeToo, mais aussi l'abrogation de l'avortement comme droit fédéral, que ce soit la violence en politique notamment, et on sait que les États-Unis, c'est un pays où les armes circulent beaucoup, la politique étrangère, l'économie, l'innovation, la course à l'espace. Voilà, je brosse un tableau de l'Amérique d'aujourd'hui, de ce qu'elle dit au monde, mais aussi dans un contexte très spécial, l'élection présidentielle américaine qui a lieu dans 2 semaines, qui va se décider entre Kamala Harris et Donald Trump, et dans un contexte international absolument vertigineux, voire même dangereux. Ce contexte ne l'a jamais été autant que depuis les années 60, peut-être la crise des missiles de Cuba. Et donc voilà, et le faire avec cet esprit des lettres d'Amérique, de nos glorieux prédécesseurs. Tocqueville a écrit sur son expérience américaine. Clémenceau, quand il était journaliste au Temps, a écrit sur son expérience américaine. Loin de moi l'idée de me comparer à ces géants, mais très modestement, il parcourt ce livre et je compare ce qu'ils ont dit de l'Amérique à leur époque, sous Louis-Philippe, Napoléon III, et ce que l'Amérique est devenue aujourd'hui. Et c'est en ce sens que c'est très intéressant. Oui. Alors, dans votre bouquin, à un moment, vous faites bien la distinction entre démocratie et république. Oui. Du point de vue américain, voulez-vous nous expliquer? Alors, c'est effectivement le démarrage du livre. Avec Trump, on se demande si l'Amérique est et restera une démocratie. C'est une question qui a été posée au moment de l'attaque du Capitole et qui est toujours posée aujourd'hui dans le cadre de la campagne à Donald Trump. Il a répondu, il a dit « je ne serai pas un dictateur sauf le premier jour » à Sean Hannity de Fox News qui l'interrogeait. Et puis, il y a encore quelques semaines, il avait appelé les chrétiens américains à voter pour lui et que ce serait la dernière fois. Donc ces quelques indices ont inquiété. Et quelques experts de Washington, à l'époque du 6 janvier, s'étaient demandé s'il n'y avait pas eu une tentative de coup d'État avec cette histoire de prise du Capitole. Et cela m'a inspiré une réflexion. J'ai voulu aller au cœur du modèle américain, du modèle démocratique américain. C'est là où justement j'ai dû relire Tocqueville, qui étudiait l'enfance du modèle démocratique américain. Et on retrouve chez les pères fondateurs du XVIIIe siècle ce débat, ce vieux débat. Les pères fondateurs avaient dit non, l'Amérique que nous bâtissons, ce n'est pas une démocratie, c'est une république. C'est une république que nous bâtissons. Et on a vu au moment en 2020 du débat des vice-présidents qui avaient opposé Mike Pence, le républicain, et Kamala Harris, la démocrate, un élu républicain tweetait Mike Lee fiévreusement au moment où Kamala parlait de la sauvegarde de la démocratie américaine. Non, nous ne sommes pas une démocratie, faisant écho à des personnalités comme le père fondateur Benjamin Roche qui disait à l'époque, en 1789 exactement, la démocratie est l'un des pires mots, ou même Benjamin Franklin qui disait à quelqu'un qui lui demandait « Qu'avez-vous fait, vous les constitutionnalistes ?» Franklin répondait « Une république et si vous pouvez la garder ».
Donc ça, c'est l'Amérique qui fait le choix de la République. À l'époque, il en reste quelque chose, peut-être plus important que la démocratie elle-même. Alors, avant de passer aux questions concernant l'Afrique, puisque notre émission, c'est l'Afrique, Oui. enfin, c'est l'actualité africaine, une question sans doute à laquelle vous ne me répondrez pas, mais bon, je la pose quand même, puisqu'on est à 15 jours ou 10 jours de l'élection. Quel est votre pronostic ? C'est difficile, vous savez très bien les pronostics, parce que après on pourra m'opposer à cet enregistrement si je me trompe, mais pas seulement ça. C'est aussi que c'est difficile. C'est difficile de pronostiquer parce que si on se fie au sondage, les deux candidats sont dans un mouchoir de poche. Les marges d'erreur font dire aux experts qu'il est impossible de prévoir. Et aussi parce que les électeurs américains, contrairement aux Français, sont des électeurs qui se décident pour beaucoup au dernier moment, la dernière semaine. Et on n'y est pas encore. Et on sait que les deux blocs ont fait le plein et qu'il reste un petit groupe dans les États clés. Le nombre d'États clés d'ailleurs se réduit de 7 à peut-être 3 ou 2 aujourd'hui, autour du Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin. Donc c'est difficile de dire, mais surtout aussi parce que le vote populaire aux États-Unis ne permet pas de l'emporter. Oui. Hillary avait eu 2,9 millions de voix de plus que Donald Trump et elle a perdu. Elle a perdu. Oui. Al Gore avait eu 540 000 voix de plus que George Bush et il a perdu. Alors c'est la raison aussi pour laquelle cette question de démocratie est tellement discutée. Oui, c'est un système un peu curieux. C'est bon, un système qui, en fait, ils veulent protéger la minorité. Voilà, c'est là où on est au cœur de la différence entre république et démocratie. Exactement. Ils veulent pas que le groupe majoritaire devienne despotique. Et donc, ils préservent les droits de la minorité. C'est pour ça, d'ailleurs, que bien que les Américains soient favorables à l'avortement et au contrôle des armes, c'est l'inverse qui se passe. Alors, bon, je sais, les Américains ont leurs propres problèmes dans leur environnement continental. Je pense aux migrations des Latinos. Mais est-ce que l'Afrique est présente dans la campagne? Est-ce qu'on parle de l'Afrique un peu? Non. Pas du tout. Non. Pas trop. Pas trop. On a pu entendre Donald Trump évoquer quelques cas d'Africains qui se sont mêlés aux vagues d'immigration illégale ces dernières années, notamment les Congolais, et ce qui a d'ailleurs valu une passe d'armes entre l'État congolais et Donald Trump lui-même. Mais autrement, l'Afrique n'est pas dans les débats présidentiels. L'Afrique est quand même dans les discussions au sein des états-majors, parce que l'Afrique a un rôle en matière de transition énergétique. En Afrique, on trouve 30% des minerais stratégiques tellement importantes pour la transition énergétique. Et pour les États-Unis, qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates, ça compte. Donc ce sera en haut de l'agenda diplomatique des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Et à un moment dans votre bouquin, vous écrivez que 80% de la dette africaine est libellée en dollars, et vous laissez entendre que ça pourrait faciliter l'allègement de la dette, mais je ne comprends pas quelle est la corrélation entre les deux. En fait, je consacre un chapitre au changement actuellement sur la scène internationale. Vous voyez, vient de s'ouvrir le sommet des BRICS à Kazan, en Russie, où de nombreux Africains seront présents autour de Vladimir Poutine. Et l'Afrique est devenue un terrain de compétition acharnée entre les pays occidentaux et les BRICS à travers la Chine et la Russie notamment. Et il y a chez les Américains, de ce que j'ai pu observer, un vrai questionnement sur la manière de regagner le terrain perdu en Afrique. Et donc je consacre dans mon livre tout un chapitre pour expliquer ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce qui se cache derrière cette contestation du modèle ou de l'influence occidentale, et les raisons pour lesquelles finalement les Africains
certains Africains ont pu pencher davantage vers la Chine et vers la Russie. Et je propose quelques pistes pour que les pays occidentaux puissent reconnecter avec les Africains, et notamment le fait que le contrôle du système financier international par les Américains leur donne la possibilité de soutenir économiquement les Africains. Effectivement, le fait que la dette africaine soit majoritairement libellée en dollars donne un moyen d'action important aux États-Unis, et notamment, qui serait notamment de modifier le système financier international qui est tellement injuste pour les Africains, et permettre les investissements de se faire plus facilement que cela ne se passe actuellement. Voilà. Ben justement, vous parlez des investissements, et selon les auteurs, on est dans une fourchette de 50 à 100 milliards de dollars de déficit d'investissement par an. Plus, vous le citez dans votre livre, les centaines de milliards nécessaires à la lutte contre la dégradation climatique. Et par ailleurs, vous évoquez les souverainismes, les néo-souverainismes africains, qu'on peut trouver légitimes, ce n'est pas le propos, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire l'alimentaire, tout ce qu'on veut. Mais comment on peut imaginer qu'on va réussir à s'en sortir tous avec l'Afrique, parce que les besoins sont tellement immenses, et je ne sais pas. C'est simple, les besoins en développement se chiffrent à 200 milliards par an pendant 20 ans, parce que l'Afrique est en train de connaître une révolution démographique. Dans 30 ans, un être humain sur 4 sera africain. Ouais. Et la jeunesse de la population en fait aussi la jeunesse du monde. Et de fait, il est très très crucial de libérer les investissements en Afrique. C'est-à-dire que vous savez à quel point les agences de notation considèrent l'Afrique comme un terrain risqué pour les investissements étrangers. Et je pense que si ce terrain était tellement risqué, les Chinois n'y investiraient pas 300 milliards par an depuis 20 ans. Et la Chine ne serait pas le premier partenaire commercial. Les Chinois n'ont absolument pas envie de perdre leur argent ou de perdre leur mise. Et pourtant, ils le font. C'est que le terrain n'est pas si risqué qu'on le dit. Et donc, je pense fondamentalement qu'il est important d'arrêter de faire croire qu'il est dangereux d'investir en Afrique. Ça prive les Africains d'investissements dont ils ont besoin pour leur développement. Oui, alors le CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, c'est un des éléments de leur plaidoyer. Oui. C'est que les entreprises françaises en Afrique sont rentables. Oui. Elles gagnent de l'argent. Alors, c'est pas le cas partout, mais... C'est contre-intuitif par rapport à la doxa ambiante. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va absolument faire croire que l'Afrique est un endroit où il est impossible de faire des affaires. Peut-être parce qu'il y en a qui s'appelleraient de garder l'Afrique dans l'obscurité du monde, je ne sais pas. Mais je veux dire, quand vous regardez les classements Forbes, il y a de plus en plus de milliardaires africains qui y figurent. Il y a une classe moyenne qui émerge, qui atteindra dans quelques décennies le milliard d'habitants. Ce sont des clients, ce sont des consommateurs. L'Afrique est en train de construire la plus grande zone de libre-échange au monde. En 2024, la moitié des économies les plus dynamiques au monde, les taux de croissance les plus élevés sont en Afrique. Je veux dire, je vous parlais tout à l'heure des minerais stratégiques tellement importants pour construire des véhicules électriques ou des portables. Eh bien, 30% de ces minerais stratégiques sont en Afrique. L'Afrique détient 65% des terres arables et pourrait nourrir la planète. Donc, toutes ces opportunités-là existent. Et c'est peut-être aussi à force de dire que l'Afrique, ça ne va pas, que l'Afrique est partie du côté des Russes, des Chinois, etc. Parce qu'eux, au moins, ils ont compris l'importance des capacités d'investissement. Et donc, c'est pour ça que je plaide pour que de Paris à Washington, on arrête de considérer l'Afrique comme un terrain à risque et qu'on développe des partenariats avec les pays africains. Voilà, et pour le bien de tous. Et aussi que les Africains soient mieux représentés dans les organisations internationales, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ben voilà, alors dans votre bouquin, dans votre livre, dans votre ouvrage, enfin, vous évoquez cette hypothèse qui est déjà reprise par un certain nombre de personnes, d'attribuer 2 sièges à l'Afrique.
Mais comment on choisirait bon, on peut dire l'Union africaine, peut-être, ça fait un siège. Et le deuxième il serait... Non, ça ne peut être que des pays, puisque au Conseil de sécurité, ce sont 5 nations, 5 pays qui siègent avec un droit de veto. Donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et puis la Russie. L'idée que l'Union africaine, précisément, a avancé à travers ce qu'on appelle le consensus des Oulwini est de réserver 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité à 2 États africains. Et Joe Biden, au mois de septembre, a abondé dans ce sens, mais sans le droit de veto pour ces 2 sièges supplémentaires. Maintenant, vous l'avez dit très bien, cela ouvre aussi une cascade de questions du côté des Africains. Quels seraient ces 2 États? Est-ce qu'il faudrait choisir l'économie les plus développées? Ça voudrait donc dire la première économie d'Afrique aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Le deuxième, c'est le Nigeria, ou peut-être même, il faudra penser à l'Égypte, à l'Éthiopie. Est-ce que c'est la population? Dans ce cas-là, la première population d'Afrique, c'est le Nigeria. Bon, l'Éthiopie, l'Égypte seraient aussi dans la course. Est-ce qu'il faudrait privilégier la puissance militaire? Dans ce cas-là, on irait du côté de l'Égypte. Donc c'est une question qui est redoutable pour les Africains. Ça prendra des années ou des décennies, non? Écoutez, le choix des 5 actuels membres s'est fait après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. C'était les États vainqueurs. C'est ce qui explique que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie y soient. La Chine s'est ajoutée plus tard, je crois que c'était en 1971, et à la place de Taïwan, et a remplacé Taïwan. Et précisément parce que les Africains ont été nombreux à soutenir la Chine. Et c'est ce qui a valu une dette de gratitude éternelle de la Chine à l'Afrique. La relation est si particulière d'ailleurs à cause de ça aussi. Ce n'est pas juste les affaires, c'est aussi parce que grâce à l'Afrique, la Chine a pu entrer au Conseil de sécurité. Ben justement, alors, il est d'usage, en tout cas chez nous à Paris, de critiquer beaucoup la Chine dans sa relation avec l'Afrique, pour les raisons que vous savez. On lui reproche de l'endetter, de la surexploiter, enfin, d'être un pays prédateur au regard notamment des minerais. Bon. Mais je discutais avec Lionel Zinsou il y a une dizaine d'années, une interview, et il me dit un truc contre-intuitif, c'est un mot qu'il aime bien d'ailleurs. Il dit, mais grâce à la Chine, on a remis l'Afrique à la mode. Que, du coup, ça a relancé la compétition des grands acteurs, les Chinois, les Russes, les Turcs, etc., au bénéfice de la Chine finalement, puisque tout le monde s'intéresse à elle maintenant. Oui, ça a recréé du désir d'Afrique. On peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, à Washington, quand je suis arrivé, c'était lancinant, permanent dans les discours. D'abord une interrogation sur comment expliquer les succès chinois ou la présence chinoise en Afrique et comment la contrer, parce qu'il faut répondre. Et les Américains ont très bien compris que l'Afrique est un atout dans la manche chinoise et aussi maintenant russe, parce qu'avec la présence de Wagner, avec la propagande, l'accès aux minerais, aux ressources naturelles, la Russie a pu contourner les sanctions qu'elle subissait du fait de la guerre en Ukraine et en même temps être à l'offensive avec une propagande anti-française, notamment dans le Sahel, qui a accompagné les coups d'État. Donc la Russie et la Chine ont su utiliser l'Afrique d'un point de vue stratégique. Maintenant, moi, le conseil que je donne, puisque dans Atlantic Council, notre travail est de conseiller les décideurs, que je donne, c'est au fond, il ne suffit pas, il faut arrêter de faire la leçon de morale aux Africains sur avec qui ils doivent faire affaire ou pas. Je veux dire, bon, chaque pays est libre en fonction de ses intérêts, de s'associer avec qui il veut. Mais il y a une chose que les Américains ou les Français pourraient faire de mieux, c'est d'améliorer leur offre à l'Afrique. Si l'offre à l'Afrique est meilleure, je n'ai aucun doute que les États africains qui trouveraient un intérêt renouvelé s'engageraient dans des alliances plus productives de ce côté-là. Mais il faut faire mieux, c'est-à-dire investir massivement sur les infrastructures, plutôt que d'être dans l'humanitaire, l'assistanat ou de donner des leçons. Ça ne marche plus. Comme je dis dans mon livre, ce sont des États néo-souverainistes, c'est-à-dire
guidés par la volonté de suivre leurs intérêts stratégiques et économiques. Et ils développent une diplomatie optionnelle, c'est-à-dire, ce n'est plus l'idéologie qui les amène vers tel ou tel, ils peuvent être... l'Inde peut être membre du BRICS et en même temps du Quad, qui réunit les États-Unis, l'Australie, le Japon, etc. Contre la Chine, qu'elle côtoie au sein des BRICS. Vous voyez, les Africains sont engagés dans la même démarche de diplomatie optionnelle. On a un pied là, et on prend ce qu'il y a de mieux pour le développement de nos pays. Voilà. Vous venez de répondre à une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser. C'était sur la relation France-Afrique. Oui. Comment Afrique-France, pardon. Comment la refonder, la relancer, etc. Vous venez de le dire. Mais alors, je vais vous poser une autre question. Alors. Plutôt sur les diasporas, le rôle. Il y a un colloque début novembre à Paris sur cette question. Il y en a régulièrement d'ailleurs. On dit que les Américains savent mettre à profit leur potentiel de binationaux, etc., d'afro-descendants, et tout ça, que nous, on ne sait pas faire. Comment on peut faire ? C'est une vraie question. Quelqu'un m'a posé, un Français, m'a posé la question, voyant travailler sur l'Afrique depuis Washington, m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça à Washington et pas à Paris ? Pourquoi tu es allé jusqu'à Washington pour C'était faire... ma question d'après. Ah bon, je suis désolée. Non, et, ok, on continue. Et je lui ai dit, mais j'y avais même pas pensé parce que l'opportunité ne s'est pas présentée à Paris. Pourtant, l'Afrique est plus proche de Paris que des États-Unis, oui. n'est-ce pas? Et les liens sont beaucoup plus étroits. 400 ans. Et moi-même, je suis née au Sénégal et je suis française. Et donc, en plus, j'ai été secrétaire d'État aux Affaires étrangères aux droits de l'homme. Donc, il y avait toutes les raisons pour que je fasse le travail que je fais actuellement depuis Paris. Et ça m'a amené à réfléchir, à me demander pourquoi. Et les réponses, mais peut-être que vous ou d'autres qui nous écoutent ont aussi une explication. Mais les réponses que j'ai pu trouver, c'est d'abord parce que les think tanks tels qu'ils existent aux États-Unis n'existent pas en France. Il y a des think tanks en France de très grande valeur, mais aux États-Unis, ce n'est pas simplement des instituts de recherche où on publie des rapports. Bon, c'est beaucoup plus fort que ça. On conseille les pouvoirs publics, les décideurs. À la fois Maison-Blanche, Congrès. Moi, on m'a demandé de conseiller la vice-présidente avant son voyage en Afrique. Je travaille tous les jours avec les membres du Congrès pour réformer les droits des propriétés intellectuelles, par exemple. Ou j'ai lancé un programme sur les industries créatives en Afrique depuis Washington. Et au bout de 3 ans de travail, le président Biden a signé un executive order pour finalement accroître les investissements américains sur les industries créatives en Afrique. Et je ne suis pas sûre que les think tanks français tels qu'ils existent à Paris permettraient de faire ça. Je n'en ai pas connu, en tout cas, personne ne me l'a proposé. C'est un think tank américain qui m'a proposé de le faire. Et donc, moi, j'ai répondu à une proposition qui ne m'a pas été faite à Paris, sans doute parce que ce genre de structure n'existe pas ici. On a l'impression que les gouvernements français, depuis quelque temps, sont un peu autistes, en tout cas au regard de l'Afrique, parce que je n'ai pas d'exemple de cercle de réflexion, pour ne pas dire think tank, qui a réussi à faire quelque chose à un gouvernement. Je ne connais pas d'exemple. Et le gouvernement ne m'a rien demandé non plus. Bon. Et aussi, alors il y a aussi peut-être une raison un peu plus, comment dire, peut-être plus subtile. C'est que on est citoyen français, point. Oui. Et l'origine africaine, finalement, n'est pas mobilisée dans la politique étrangère française. On peut même dire qu'il y aura un déni pour ne pas tomber dans le travers des statistiques ethniques. Oui, mais je me dis peut-être qu'ils se disent, bon, elle est française, on ne va pas l'envoyer travailler sur l'Afrique. Personne ne m'a envoyé, c'est moi qui ai choisi de le faire. Alors justement, ma dernière question, parce qu'on est dans la dernière minute. Quand est-ce que vous revenez en politique en France? Il y a de la place pour vous, c'est sûr. Je ne sais, en fait, bon, moi, comme je dis souvent, j'aime beaucoup la politique. Je ne voulais pas m'accrocher non plus. Vous savez, les Français reprochent souvent à leurs hommes politiques, pas que les Français d'ailleurs,
de s'accrocher, de ne pas travailler, de ne pas travailler dans le privé, de ne pas connaître le monde. Bon, moi j'ai voulu faire tout ça. Je suis partie, j'ai travaillé dans le privé, je ne me suis pas accrochée. Et je reviens là rempli de cette expérience nouvelle. Donc, mais j'adore la politique, j'ai toujours suivi. Les Français m'ont jamais quitté. Ils m'avaient fait l'honneur de me placer dans très haut numéro 1 de leur sondage quand j'étais en politique. Et au fond, je continue aussi à les fréquenter à Washington parce qu'il y a une communauté française qui est importante, autour du lycée français, de l'ambassade. Le pays a beaucoup changé quand même parce que entre le Covid, le retour de la guerre en Europe, la polarisation avec la guerre au Moyen-Orient, il y a 4 premiers ministres qui sont passés. Le pays a beaucoup changé. Donc, il faudrait un peu de temps pour... Moi, je vous invite à faire une version en anglais de votre livre qui serait titré « Les leçons de la France ». Les leçons de la France. Ah, je pense que ça intéresserait beaucoup les Américains. Voilà. Merci Rama, c'est la fin de Merci Alfred, c'était un plaisir. Voilà le bouquin, je le remontre. Et merci de nous suivre et on se retrouve dans 15 jours.